Je n'imagine pas l'impact positif sans dimension sociale. Ce que j'ai aimé chez Emmaüs, c'est la dimension du travail, de l'activité économique qui est extrêmement forte. Et finalement, ça donne un peu un site e-commerce qui appartient à ses vendeurs, à ses salariés et à ses clients. Salut les chefs, je suis Sophie Plumer et je vous souhaite la bienvenue dans cette 3e saison du podcast sur le thème de l'impact. Depuis le mois de mars, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes qui font bouger les lignes chaque jour à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, nous parlons de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Aujourd'hui, je reçois Maud Sarda, la cofondatrice du label Emmaüs, la plateforme de vente en ligne de seconde main créée par Emmaüs. Maud est une des premières personnes que j'ai interviewées sur le thème de l'impact et son témoignage a été clé dans la construction de cette saison. Maud est une entrepreneuse sociale, chef d'entreprise engagée avec une vision de l'impact positif qui devrait vous inspirer. Ce qui m'a marqué dans l'échange avec Maud, c'est à la fois l'engagement social qu'elle mène avec le label Emmaüs, sa capacité à allier impact social et technologie. Avec Maud, rien n'est laissé au hasard et tout sert l'engagement et l'impact positif. Avec cet épisode, vous allez donc pénétrer par la grande porte dans le monde de l'entrepreneuriat social français. J'espère que cette immersion vous plaira et vous donnera vous aussi envie de troquer votre compte Vinted pour un compte label Emmaüs et de réfléchir à la manière dont l'activité économique et technologique de votre entreprise peut avoir un impact positif. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Maud Sarda et je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Maud, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie. Maud, tu es la cofondatrice et la directrice du label Emmaüs. Alors pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est ce label ? Alors, label Emmaüs, c'est une structure du mouvement Emmaüs, c'est une coopérative plus exactement. Dans le mouvement Emmaüs, il y a pas mal de structures, il y en a environ 300. On ne sait pas toujours qu'Emmaüs, c'est un mouvement extrêmement décentralisé finalement, avec une tête de réseau Emmaüs France et donc 300 structures juridiquement autonomes les unes des autres qui sont fédérées comme ça. Et donc label Emmaüs, dans cette galaxie qui est Emmaüs, c'est un peu le prolongement en ligne de l'expérience d'achat solidaire Emmaüs, donc avec un site de vente en ligne qui s'appelle labelemmaüs.co, sur lequel on va retrouver 1 800 000 produits référencés. Tous ces produits, ils ont été référencés par des compagnons, par des personnes en insertion qui sont accueillis dans les centres Emmaüs, mais pas que, chez des partenaires aussi de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a pas mal de structures qui vendent chez nous maintenant, la Croix-Rouge, Envie, des ressourceries, voilà, pour ne citer que quelques partenaires de l'ESS. Donc, c'est une marketplace finalement, avec 170 vendeurs tiers comme ça, qui alimentent le catalogue chaque jour. Et puis, Label Emmaüs, c'est aussi une équipe. Donc, il y a 60 salariés, dont un tiers en insertion. Donc, on est une entreprise d'insertion. Donc, c'est des personnes qui vont travailler sur le SAV, par exemple, de la marketplace ou qui vont être opérateurs e-commerce dans nos entrepôts. On a 2 entrepôts logistiques, un en Île-de-France, un dans le Lot-et-Garonne. Et on va leur apprendre un métier à travers cette activité e-commerce de réemploi solidaire. Donc là, là aussi, c'est le prolongement en ligne d'Emmaüs, puisque mission très très forte d'Emmaüs depuis 70 ans, d'accueillir des personnes très éloignées de l'emploi et de les aider à retrouver une place dans cette société. Et enfin, Label Emmaüs, c'est aussi le prolongement de l'expérience de don, puisqu'on a créé Trema.co, donc c'est une 2e plateforme en ligne où on peut donner des objets au profit de la solidarité. Voilà, faire une annonce comme on le ferait sur Vinted ou Le Bon Coin, pour ne pas les citer. On va vraiment décider que cet objet qu'on poste, la recette de la vente va être versée à la solidarité. Voilà un petit peu label Emmaüs. J'oublie quand même un point important, c'est l'école, depuis 3 ans, on a une école qui délivre une certification, un équivalent Bac+3 de designer web. Donc on essaie d'aller assez loin finalement aussi dans l'accompagnement qualifiant
de personnes éloignées de l'emploi. Ok, tu disais que Emmaüs c'était un peu une galaxie, mais finalement la belle Emmaüs c'est une petite galaxie aussi à son échelle parce que vous faites vraiment plein de choses, quoi. C'est vraiment avec un impact fort, je trouve, avec l'outil digital, mais vraiment à la fois de l'achat, de la vente, du don, de la formation et de l'insertion. Bravo pour ça. Oui, c'est vrai, c'est une petite galaxie, c'est pas faux, inspirée par le dynamisme de ce mouvement en fait, qui depuis toujours sait se renouveler, est très moderne. D'un point de vue extérieur, peut-être que Emmaüs peut paraître un peu à l'ancienne. Pourtant, c'est un mouvement très innovant d'entrepreneurs sociaux avant l'heure, qui fait de l'économie circulaire depuis toujours. Voilà, donc c'est vrai que ça nous a inspirés. Et puis après, on a fait prendre la greffe de ces valeurs-là sur le web. Et le web peut aussi être très inspirant. Il y a plein de choses à inventer sur Internet. Tu es une de mes premières invitées de la 3e saison du podcast. Et pour cette saison, j'ai cherché à répondre à une problématique qui est une problématique que je me pose, mais je sais que de nombreux chefs, de nombreux leaders se la posent aussi. C'est comment moi, en tant que chef, je peux impacter positivement le monde. Et donc j'aimerais avoir ton avis déjà sur ce que ça signifie, l'expression impacter positivement le monde pour toi. Moi, je pense avoir une vision un peu radicale de l'impact. Donc, c'est vrai que je l'imagine pas sans un engagement assez fort. De ma part, ça se traduit par avoir créé une entreprise sous un statut de coopérative. Et c'est pas anodin. Le jour où je partirai de cette entreprise, je partirai comme n'importe quel salarié. Donc c'est une vision de l'entrepreneuriat qui est assez particulière. Mais je vois pas très bien comment on peut faire de l'impact réel sans cet engagement personnel en tant que dirigeant. Parce qu'il y a quelque chose d'autre à inventer, une autre économie à inventer. Et cette autre économie, je pense qu'elle doit forcément se baser sur du partage de richesse, du partage de pouvoir. Sinon, on reproduit des schémas d'enrichissement personnel. C'est déjà la première étape. Ensuite, bon, c'est aussi mon engagement chez Emmaüs, évidemment, qui me fait dire ça, mais je n'imagine pas l'impact positif sans dimension sociale. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie et heureusement, pas assez certainement. On en oublie le social. En fait, si on veut lutter contre le dérèglement climatique, ça ne se fera pas sans lutter contre l'injustice sociale. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, donc ça c'est mon petit combat personnel dans le prolongement du combat du mouvement Emmaüs depuis toujours. Faire avec les gens qu'on accueille, pas faire pour eux, faire avec eux, les intégrer dans la dynamique et voilà, avoir une dimension sociale très forte. Quand tu as créé justement le label Emmaüs, dans quel état d'esprit t'étais ? Quelle ambition tu avais au moment de te lancer et de proposer ce projet ? Parce que je crois savoir que tu étais déjà dans l'univers Emmaüs et puis à un moment donné, tu as eu envie et c'est toi qui as impulsé l'envie de mettre Emmaüs sur le web et de créer le label. Oui, tout à fait. Alors, vouloir changer le monde, il y a sûrement plein de gens qui le ressentent. Après, il faut trouver son moteur, son carburant. Donc mon carburant, ça a été Emmaüs de mon côté. Donc c'est vraiment d'abord la rencontre du mouvement Emmaüs en 2010. Je travaillais chez Accenture auparavant et j'ai eu la chance de faire une mission d'1 année pour la fondation Accenture, qui met à disposition ses consultants dans le monde associatif, le monde de l'impact, dans un gros volume d'horaires d'ailleurs. C'est quand même environ 5000 jours hommes par an qui sont donnés au secteur associatif. Donc j'ai eu cette chance-là pendant 1 année et pendant cette année, j'ai rencontré Emmaüs. Donc ça a été très très fort parce que il y a eu une sorte d'alignement. Ça cochait tout un tas de cases personnelles chez moi. Je pense que j'avais pas mal de colère par rapport à l'injustice sociale, en général. Et Emmaüs m'a permis de mettre en action cette colère. Et puis après, ça, je pense sûrement aussi être quelqu'un d'assez pas utopique, mais j'ai des idéaux forts. Et j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'inventer autre chose. Et voilà, Emmaüs, c'est un mouvement qui permet de se transcender aussi, parce qu'on croise des gens absolument extraordinaires qui montrent que, voilà, à une petite échelle, c'est possible. Un autre monde est possible, une autre économie est possible. Donc voilà, c'est d'abord la rencontre d'Emmaüs qui a été le terrain pour lancer Label Emmaüs. Après, Label Emmaüs, c'est, comme je le disais, le prolongement en ligne de ce mouvement. Moi, j'avais des compétences que
que j'ai mise au service de ce projet. Je venais d'Accenture, le monde informatique me faisait pas trop peur. Quand chez Emmaüs, il n'y avait pas forcément cette culture-là. Tout le monde voyait bien qu'il fallait faire quelque chose sur la vente en ligne, mais on ne savait pas comment s'y prendre. Et après, on se découvre une âme d'entrepreneur, alors que je n'avais jamais conscientisé ça. Jamais je m'étais dit avant, j'ai vraiment envie d'entreprendre. Au contraire, je m'en serais sentie bien incapable, je pense. C'est intéressant, j'ai presque envie de dire, c'est rassurant parfois pour des gens qui ont envie de se lancer ou qui pensent pas à se lancer, mais qui disent un jour, je pourrais peut-être que j'aurai la lumière qui s'éclairera et puis je pourrais me lancer. Je suis intéressée par revenir sur les émotions que tu ressentais, notamment tu as utilisé le mot de la colère. Tu sais nous exprimer d'où elle venait cette colère et comment peut-être t'en as pris conscience? Je pense que c'est un héritage familial, des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents, avec une certaine vision de la société, le droit d'être différent, le droit en étant différent d'être quelqu'un malgré tout de qualité avec plein de compétences. On est dans une société extrêmement jugeante qui met les gens dans des toutes petites cases. Le droit à la seconde chance. On n'est pas tous logés à la même enseigne et c'est pas qu'une question de richesse, c'est aussi une question d'état d'esprit, c'est aussi une question de solidité intellectuelle, émotionnelle. Voilà, on est tous différents et tout le monde a droit à une seconde chance. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Emmaüs. Pour les indécis un peu et les gens qui ne font pas le pas ou qui n'osent pas faire le pas, quels conseils tu pourrais avoir pour ces personnes-là qui ont envie de se lancer, mais qui sont aujourd'hui un peu perdues dans la manière d'impacter justement positivement le monde, aussi parce que le monde est très complexe et donc on n'a pas non plus envie de gâcher son énergie sans impact, tu vois. Déjà prendre le temps de découvrir tout ce qui se fait dans ce secteur-là, parce que c'est très très vaste et varié et il y a des formes d'engagement, d'impact qui parleront plus que d'autres. J'ai jamais été très attirée par exemple par le caritatif, le pur caritatif. Ce que j'ai aimé chez Emmaüs, c'est la dimension du travail, de l'activité économique qui est extrêmement forte puisqu'il y a très peu de subventions publiques ou privées. C'est vraiment la vente des produits qu'on nous donne qui assure toute l'action sociale. Ça m'a parlé. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Et à quelqu'un d'autre, je sais pas. Ça va être l'urgence, au contraire, l'humanitaire qui va faire vibrer la personne. L'engagement, c'est pas un chemin de tout repos. Il y a vraiment des jours où on se sent très inutile, bizarrement, hein. Tout le monde pourrait penser qu'à partir du moment où on s'engage dans ce secteur, on va au moins avoir le sens, même si on gagne peut-être moins d'argent, et cetera. Au moins chaque jour, il y a le sens. Oui, il est là, mais parfois on se sent tellement une goutte d'eau dans l'océan que c'est très décourageant. Parce qu'on y met beaucoup d'énergie, on y met toute sa personne, toutes ses tripes et on peut en ressortir vraiment, oui, on peut même se détruire, on peut se perdre dans l'engagement. C'est un risque. Ça arrive à beaucoup de personnes. Donc pour se prémunir de ça, il faut vraiment avoir chevillé au corps quelque chose qui nous anime. Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à me projeter dans un autre engagement que celui que je vis aux côtés d'Emmaüs. Donc il faut trouver son carburant. Comment les entreprises qui ne sont pas des entreprises de l'ESS, qui sont des cabinets de conseil, qui sont des industries, peuvent avoir une action positive sur le monde quelle qu'elle soit? C'est pas une question facile parce que j'ai fait beaucoup de partenariats avec des entreprises, j'ai tenté beaucoup de partenariats aussi. Et rares sont celles qui ont un engagement vrai et tenable peut-être dans le système dans lequel elles évoluent. C'est pas forcément que les gens sont plus méchants qu'ailleurs, mais c'est un système qui fait que ça coince les gens. C'est-à-dire? Il y a souvent de l'affichage, des effets d'annonce. Après il y a la réalité et elle est très souvent loin des promesses parce que ils ont pas le temps, parce que ils ont des objectifs bien précis en termes de rentabilité, parce que voilà, donc c'est tout un système qui je trouve, est extrêmement limitatif pour l'engagement. Là où j'ai vu des vrais engagements, c'est quand les dirigeants
Ça doit partir du dirigeant, en fait, franchement, pour que l'entreprise ait, une dynamique d'engagement. N'importe quelle entreprise peut décider, d'avoir un volume important de mécénat de compétences. Rares sont celles qui le font aujourd'hui, hein, en tout cas sur des volumes un peu importants. Ça va être un jour dans l'année, la journée de solidarité où on vient trier, du linge chez Emmaüs. Ça change pas grand-chose franchement, à l'impact, ce type de projet. On doit renoncer à quelque chose, on doit forcément renoncer à quelques points de croissance, à quelques milliers ou millions d'euros ou de dollars de chiffre d'affaires ou autre. Évidemment, il peut pas avoir d'engagement sans renoncement, en termes de marge Mm. et de bénéfices. En fait, je ne vois pas, comment c'est possible autrement. Nous, les formes d'engagement, par exemple, qui vont jouer sur la marge, c'est, de, choisir une banque, qui est coopérative, éthique, le crédit coopératif. Ben, les coûts vont être plus élevés, qu'une banque en ligne, voilà, que je ne citerai pas, ou même les grandes banques, françaises. On sait que les grandes banques françaises, investissent dans les énergies fossiles et de façon éhontée. On va, travailler avec La Poste, avec Colissimo comme transporteur pour les colis. C'est, un transporteur qui est plus cher que beaucoup d'autres, mais son parc, il est, électrique. Voilà, il y a cet impact-là écologique. Bon, c'est des choix, qui peuvent paraître, anodins, mais c'est des vrais points de de marge, qu'on abandonne. Tout dépend des indicateurs qu'on s'est fixés, en termes d'objectifs. Nous, on a des indicateurs économiques, financiers, mais évidemment qu'on a nos indicateurs d'impact, qui sont prioritaires. Non seulement vous avez des activités qui ont un impact positif sur la société, mais en plus tes choix de gestion de l'entreprise vont aussi dans ce sens. Le choix de ta banque, effectivement, qui paraît anodin, personne ne le sait que tu choisis, enfin, à part si tu le dis bien sûr, mais potentiellement personne ne pourrait s'y intéresser. Pour autant, toi, en tant que dirigeante, c'est vraiment un parti pris de travailler avec une banque qui porte tes valeurs et qui prolonge finalement la démarche que tu mènes avec le label. Oui, et c'est ça la grande différence de vision en termes d'engagement, et de simple RSE. En fait, ça c'est pas parce qu'on va redistribuer, quelques milliers d'euros, à la philanthropie ou qu'on va organiser, une journée, ramassage de mégots, dans la rue avec ses salariés ou une journée de solidarité comme je décrivais avant, qu'on va avoir un impact. C'est pas vrai. Soit on est, transparent, on n'est pas prêt à faire ce type, d'engagement qui vient rogner, sur la marge, mais on raconte pas d'histoire. J'aimerais avoir ton avis, parce que tu disais on peut pas s'engager sans une part de renoncement, mais ce renoncement, il fait peur à beaucoup. Renoncer, ça veut dire déjà qu'il faut changer des choses, ça veut dire qu'il faut parfois moins polluer, moins consommer, gagner moins. Quelle est ta relation avec ce renoncement ? Est-ce que parfois ça te fait peur ? Est-ce que parfois c'est dur de renoncer pour toi ? Moi, j'ai pas l'impression de renoncer en fait, ou alors je renonce à des choses négatives. Ok. Renoncer, à ce qui pollue, renoncer à un système, d'exploitation, des salariés, renoncer, à la à des milieux professionnels où il y a aucune diversité, aucune inclusion, finalement, c'est plutôt super positif. Donc moi, je m'épanouis en fait, dans le monde dans lequel j'évolue aujourd'hui, professionnellement. Et puis on peut résumer ça par la sobriété heureuse. On a eu un débat, assez, faussé pendant un moment entre croissance et décroissance. Je pense qu'aujourd'hui le mot sobriété, il porte, quelque chose de beaucoup plus positif, en lui, et tant mieux. C'est un peu la troisième voie, et oui, je la conseille, à tout le monde. Justement, en parlant de sobriété, ça me fait penser à une question sur laquelle je voulais te faire réagir. Quand on avait préparé notre échange, tu m'avais dit, notamment en termes de gouvernance et de politique salariale pour le label Emmaüs, que vous aviez décidé d'instaurer un rapport de 1 à 3 sur les salaires, si j'avais bien compris. C'est-à-dire que en tant que dirigeante, toi, tu ne peux pas gagner plus de 3 fois le salaire minimum d'un salarié au label Emmaüs. Au SMIG. Voilà. Donc ce qui est un parti pris très fort, ce qui toi personnellement impacte ton niveau de vie de manière aussi importante. Quel effet ça a, cette politique, sur l'entreprise, sur les salariés et sur toi ? Alors, je pense que pour, la structure et les salariés, c'est, un élément de fierté D'accord. d'être dans une structure qui va avoir, cette cohérence, jusqu'au bout. Pour moi, en tant que dirigeante, j'en suis fière aussi.
Et puis ça me paraît, finalement, si on avait les moyens, peut-être qu'on paierait, un peu plus. C'est aussi une question de moyens de structure aussi, hein. On se dit que les dépenses doivent être, raisonnables, et ça tient aussi dans l'écart de salaire, mais c'est pas que ça. Concrètement, pourquoi je serais payée plus de 3 fois un salarié qui a un engagement, fort aussi, en fait, au quotidien? Au-delà de cette échelle-là, ça commence, à me paraître injuste. C'est toujours cette question de justice sociale, hein, qui est au cœur de cette décision. Après, personnellement, on va pas, raconter d'histoire, c'est pas simple, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, je suis divorcée, donc voilà, bien sûr que c'est des sacrifices aussi, personnellement, et encore des sacrifices parce que franchement, moi, au quotidien, je travaille avec des gens, eux, ils savent ce que c'est que la galère, hein. Donc ça remet les pendules à l'heure aussi d'être, aux côtés de ces personnes chaque jour, et j'estime que j'ai beaucoup de chance d'avoir, ce que j'ai. Quelles sont les valeurs qui te guident dans la gestion, dans la direction de cette coopérative justement? Le statut coopératif, ça implique beaucoup de choses en termes de management, de rapport, aux salariés, de la place qu'ils ont. Déjà, il est absolument obligatoire, dans une coopérative d'avoir un collège de salariés. Donc ils sont, sociétaires, hein, D'accord. c'est le mot, pour actionnaire dans une coopérative. Donc quand quelqu'un signe un CDI, c'est écrit dans son contrat de travail qu'il va devoir prendre des parts du capital. C'est pas énorme, hein, c'est à partir de 100 €, mais c'est, symboliquement très fort. Il rentre dans une entreprise coopérative et il va en détenir, un petit bout. Et ce petit bout qu'il va détenir, c'est le même que, la fondatrice et directrice. Ma voix ne compte pas plus que celle d'un autre salarié. En assemblée générale, tout un chacun peut prendre des parts aussi de notre coopérative. On est 1200 sociétaires, aujourd'hui, et finalement, ça donne un peu un site e-commerce qui appartient, à ses vendeurs, à ses salariés et à ses clients. Donc c'est assez fabuleux, en fait, en termes de gouvernance, parce que ça mélange, les points de vue, et ça permet de constituer un conseil de surveillance aussi, l'organe de gouvernance avec, toutes ces parties prenantes, et on est dans un autre rapport que client, prestataire ou hiérarchie. Il y a une grande transparence. Ils ont tous les chiffres, les salaires, tout le monde sait ce que je gagne, ils savent ce qu'il y a en banque, ils savent, c'est rarissime, en fait, qu'une entreprise donne ce niveau d'information aux salariés. Voilà, ça crée d'autres rapports, basés sur, de la confiance, de la transparence, de l'autonomie aussi. Je pense que les salariés sont dans une position aussi où ils s'approprient l'outil de travail, et ils vont en assurer, la suite. Beaucoup de délégation et voilà, beaucoup d'autonomie pour les personnes. Tu disais que vous étiez passé à la semaine de 4 jours et demi. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Qu'est-ce que ça vous apporte? Tu disais que vous n'étiez pas encore très rentable, donc en fait, c'est une décision qui est d'autant plus forte. Oui, vu, notre, modèle économique pour l'instant, on va mettre encore, je pense, voilà, 2 ans à pouvoir vraiment dégager des bénéfices, et puis, réinvestir tout ça dans l'outil de travail, hein. C'est nos statuts, mais réinvestir dans l'outil de travail, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas, augmenter les personnes, et voilà, et récompenser les différentes parties prenantes, du projet. Mais tant que ça, c'est pas possible, moi, j'ai des personnes qui, sortent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, qui travaillent aux côtés de personnes qui sont en insertion avec, d'autres parcours, qui ont un niveau d'engagement qui est très fort, qui, gagnent clairement des salaires, à la sortie, d'école, inférieurs à leurs, à leurs petits copains, voilà. Ils réclament pas forcément de l'argent. Ils savent, où ils sont allés, mais l'équilibre de vie personnelle, professionnelle est très important pour eux. C'est aussi des personnes qui, quand ils vont avoir, une demi-journée par semaine, c'est pas forcément pour, se la couler douce ou faire du shopping, c'est aussi pour leur engagement, associatif à côté. Il y en a qui sont animateurs de la fresque du climat ou, voilà, ce genre de choses. Moi, j'ai des salariés extrêmement engagés. Je ne peux pas les récompenser par, l'argent, bien sûr qu'ils trouvent un autre levier de motivation, en étant, chez Label Emmaüs, mais si on peut leur donner un peu de confort aussi entre, perso et pro, de toute façon, ils en seront encore plus, engagés finalement, dans le travail.
Une dernière question pour toi, Maude. Donc, tu disais que vous êtes une entreprise de réinsertion. Tu viens de nous dire que vous avez des collaborateurs issus de grandes écoles et puis en même temps des personnes qui ont vraiment connu la galère, qui sont parfois, j'imagine, pas diplômées ou voilà, qui avec donc des niveaux de d'études, d'éducation très différentes, de vie aussi très différents. Comment le vivre ensemble se passe dans les équipes? Et comme on est sur chef, je voulais aussi te parler de management. Quels sont tes enjeux de management de ces populations très différentes? On expérimente pas mal de choses, je pense au sein de Label là-dessus, parce que notre vision, c'est de pousser un peu les limites de l'insertion. Le monde de l'insertion par l'activité économique, comme on appelle ça, hein, des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion, traditionnellement sont sur des secteurs d'activité d'entretien d'espaces verts, du BTP, de service à la personne. Voilà, on est sur ce type de métier très peu qualifié. Nous, on a envie de faire le pari que le numérique peut aussi être un sas d'insertion. Pourquoi on a envie de faire ce pari? C'est qu'on a bien vu que, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont pu nous dire au début, les compagnons et les compagnes chez Emmaüs, ils sont tout à fait capables de faire cette activité. Preuve en est la notation de nos clients. Ils sont 9,2 sur 10 à recommander le site à leur entourage. Donc, il y a un paquet de marques qui jalouseraient un tel NPS, comme on dit. Donc ça montre qu'ils en sont capables et qu'ils le font différemment aussi peut-être. Ils rajoutent pas mal d'humanité dans tout ce qu'ils font vis-à-vis du client. Donc on a voulu aller plus loin, on a créé cette école pour vraiment délivrer des diplômes parce que malheureusement, c'est pas parce que nous, dans notre structure, ils y arrivent que les structures à l'extérieur seront prêtes à les embaucher. C'est vrai franchement, le monde de la tech est extrêmement fermé, quoi, en termes de diversité de profils. Il y a un sacré chemin encore à faire. Et donc après, comment ça se traduit concrètement au quotidien? Bon, déjà, on a la chance d'être tous ensemble sur le même lieu. Alors, on a un entrepôt dans le sud, et l'école est dans d'autres locaux. Mais on a, sur le même lieu, on a la marketplace, le siège, et un entrepôt logistique. Et concrètement, on mange dans la même cuisine. Enfin, déjà, voilà, on prend le café et on mange ensemble. Et ça aide beaucoup. Et avec les opérateurs logistiques, comme avec ceux qui sont derrière leur ordinateur. Et puis, dans l'équipe aussi, avec ordinateur, il y a des personnes qui sont en insertion, qui gèrent le SAV, et donc qu'on essaie d'intégrer dans toutes les dimensions. Si les cadres font du télétravail, aussi, ils font du télétravail. Mais ça peut paraître anodin, hein, mais c'est une petite révolution parce que c'est des gens. On a un agrément avec la direction du travail pour les accueillir. Et la direction du travail n'avait jamais eu un employeur qui lui avait demandé que ces personnes fassent du télétravail. Parce que c'est des personnes qui sont normalement sur des boulots tellement opérationnels que le télétravail, bien sûr, n'est pas possible. Voilà, donc c'est ce genre de petites limites qu'on essaie de pousser et nous-mêmes vivre au quotidien. Parce que même dans une structure comme la nôtre, bien sûr qu'il peut avoir des préjugés. C'est la même chose compagnon-compagnon? Ça veut dire que tu es forcément réinsertion? Non, c'est assez différent. Les compagnes et compagnons, c'est assez unique à Emmaüs, hein. Ce sont des personnes qui vivent en communauté et les communautés, ce sont des lieux de vie et de travail. Donc, les personnes sont hébergées également et en plus du travail qu'elles vont faire de récupération, revente. Et ce ne sont pas des salariés. Ils peuvent rester un jour comme toute une vie, selon leur parcours, leurs besoins. Voilà. Et en gros, c'est de l'accueil vraiment inconditionnel. S'il y a de la place, on accueille les gens, y compris s'ils n'ont pas de papier. Il y a vraiment beaucoup de compagnons qui sont en situation irrégulière. Ça aussi, c'est assez unique à Emmaüs. C'est un peu le dernier rempart de la grande exclusion. Et les salariés en insertion ont un contrat de travail, simplement, c'est de type CDD, mais c'est à durée. On peut renouveler ce CDD jusqu'à 2 ans. Vraiment, la finalité, c'est de tout faire pour que cette personne trouve un boulot derrière. Et donc, on a des personnes dans notre équipe qui sont dédiées à l'accompagnement socio-professionnel de ces personnes, qui les aident à faire leur CV, à repérer des entreprises, à régler pas mal de problèmes sociaux aussi, qui les limitent dans leur recherche d'emploi, un appartement, passer un permis de conduire. Peut-être ma toute dernière question, c'est est-ce que tu as un dernier message pour
nos auditeurs et nos auditrices de chefs, donc qui sont des managers, des leaders d'entreprise, qui t'as envie de délivrer un dernier message pour les accompagner après l'écoute? Je pense qu'une entreprise a énormément de leviers. Il faut qu'elle les utilise pour le bien-être de ses salariés, attirer de nouveaux salariés, mais aussi savoir s'inscrire dans le monde de demain, l'économie de demain. Elle peut faire du mécénat de compétences, elle peut aussi promouvoir, elle peut faire des dons de visibilité en vraiment se servant de ces canaux de diffusion pour porter auprès de ses clients, de ses salariés, de ses partenaires, d'autres modèles aussi de consommation. Elle peut de faire des cartes cadeaux pour ses salariés en fin d'année, pas des cartes cadeaux qui vont aller dans n'importe quelle enseigne, mais pourquoi pas des enseignes comme Label Emmaüs et d'autres de l'économie sociale et solidaire. Enfin bon, elle peut faire du micro-don, de l'arrondi solidaire sur les feuilles de salaire. Enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui. Il suffit juste de prendre un petit peu le temps de regarder et dédier une personne, une équipe à ça, avec des objectifs bien précis sur l'année, avec une ligne budgétaire bien précise, et puis évaluer, faire un bilan carbone, évaluer son impact social, se fixer des objectifs là-dessus, comme elle se fixe des objectifs financiers. Merci beaucoup, Maude. Merci, Sophie. À bientôt. À bientôt. Alors, qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Maude Sarda ? De mon côté, je retiens quelques phrases clés qui vont me servir de trame pour le débrief. Vouloir changer le monde, il y a sûrement plein de gens qui le ressentent. Après, il faut trouver son moteur, son carburant. Avec cette phrase, je pense à celles et à ceux qui veulent avoir un impact positif sur le monde mais ne savent pas bien comment faire, à l'échelle individuelle ou encore collective. Je retiens donc ici qu'en tant que chef, l'impact positif est un chemin personnel qu'il faut accepter d'explorer. Cette exploration nous permet d'identifier ce qui nous guide réellement, quel est notre moteur, comme le dit Maude. Puis ensuite de choisir ou de créer l'environnement qui nous permettra d'avoir l'impact voulu. Je retiens aussi que le chemin professionnel de Maude s'est fait en séquence. Elle a développé des compétences dans la technologie au sein d'Accenture, elle a ensuite découvert l'univers Emmaüs qui lui a beaucoup plu, et enfin elle a combiné les deux en créant le label Emmaüs. Tout ne s'est pas fait en un jour à la sortie de l'école de commerce, et je ne sais pas vous, mais moi ça m'a rassurée. C'est des choix qui peuvent paraître anodins, mais c'est des vrais points de marge qu'on abandonne. Tout dépend des indicateurs qu'on s'est fixés en termes d'objectifs. Nous, on a des indicateurs économiques, financiers, mais évidemment qu'on a nos indicateurs d'impact qui sont prioritaires. C'est sûrement le point qui m'a le plus marqué dans l'échange avec Maude. Choisir les indicateurs qui nous permettent de suivre notre impact. Pour le label Emmaüs, qui est un site e-commerce, suivre des indicateurs d'impact carbone autant que des indicateurs d'impact financier paraît évident, non ? Pour ensuite pouvoir faire les choix en cohérence et en conscience avec l'impact attendu, comme les choix des partenaires bancaires ou des partenaires logistiques. Il en va de même de l'impact social qui est évident quand on évolue dans la galaxie Emmaüs, et donc le statut coopératif ou encore le fait d'être une entreprise d'insertion sont autant de décisions structurantes, évidentes et cohérentes avec l'impact social souhaité. Voilà, ça crée d'autres rapports basés sur de la confiance, de la transparence, de l'autonomie aussi. Je pense que les salariés sont dans une position aussi où ils s'approprient l'outil de travail et ils vont en assurer la suite. Je rencontre beaucoup d'entreprises qui espèrent engager leurs équipes à travers des dispositifs d'épargne salariale, mais y voient très vite des limites, puisque le partage n'étant pas réel, le niveau de décision des actionnaires individuels étant inexistant, l'épargne salariale n'est donc pas un vecteur efficace d'engagement. Le choix du statut coopératif a donc un pouvoir RH et managérial de dingue. Imaginez une minute. Si demain, vous changiez les statuts de votre entreprise pour que ça devienne une coopérative, quel impact cela aurait-il sur votre engagement et celui de vos équipes ? Je vous laisse rêver quelques instants. Voilà, nous arrivons au terme de ce débrief et de cet épisode. J'espère que cet échange avec Maude Sarda vous aura inspiré, vous aura donné des envies et des idées pour faire bouger des lignes de votre entreprise. Faites-nous part de vos retours sur LinkedIn où Maude et moi sommes très actives. Nous vous lirons et nous vous répondrons avec grand plaisir. À très vite!